Madame, Monsieur, l'appel au don de TV Liberté marque le pas, dangereusement. Des téléspectateurs nous disent que cela est dû à la déception, voire à une certaine désillusion après le score des candidats patriotes aux élections. Alors, mettons les choses au clair. TV Liberté ne mène pas la bataille politique, encore moins politicienne, mais la bataille culturelle. Celle-ci s'appuie sur l'audience. Et grâce à un total de 800 000 abonnés sur les plateformes et les réseaux sociaux, grâce aux presque 5 millions de vues mensuelles de nos programmes, la mission est réussie. TV Liberté mène aussi la bataille de l'influence, avec le combat pour une vraie presse indépendante. Le retour du pluralisme des opinions, la libre confrontation des idées est un pied de nez immense à la pensée unique. Là aussi, la mission est réussie. TV Liberté mène enfin la bataille de l'avenir, en améliorant constamment un outil audiovisuel unique, en formant des journalistes et des techniciens qui ne sont pas des petits soldats, des sycophantes du pouvoir de gauche. Et là aussi, le travail est réussi. Et nous pouvons être fiers, tous ensemble, du travail accompli depuis plus de 8 ans. Mais la tâche et les défis qui s'annoncent pour les 5 prochaines années, puisqu'il s'agit bien de cela, des 5 prochaines années, ces défis sont immenses. Une chose est sûre, nous sommes prêts à les relever. Et vous, êtes-vous d'accord pour nous épauler, nous porter, nous soutenir, nous rendre plus forts et encore plus solides? Si c'est le cas, si c'est oui, aidez-nous à effacer nos inquiétudes. Bonjour à tous, pour le Zoom, aujourd'hui je reçois Jules Torres. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez nous présenter votre premier livre, tout récent, Zemmour dans le secret de sa campagne, publié chez Plomb, évidemment disponible sur le site de TV Liberté, sur la boutique officielle. Alors Jules Torres, vous êtes jeune, ça se voit plus que moi. C'est votre première campagne présidentielle. Absolument. Vous l'avez suivie pour Valeurs Actuelles, où vous êtes journaliste. Comment vous avez abordé cette campagne présidentielle et comment vous avez abordé la campagne présidentielle d'Éric Zemmour tout particulièrement? Très rapidement, nous à Valeurs Actuelles, c'est vrai qu'on a eu, comment dire, de la sympathie pour la candidature d'Éric Zemmour, donc on l'a très vite suivi, et en fait on est en janvier 2021, février 2021, et je commence à faire quelques articles sur notre site internet, et au fur et à mesure en fait je deviens le présupposé à la candidature d'Éric Zemmour. Donc dès qu'on a besoin d'un papier, dès qu'il y a une actualité, on me demande de faire un papier. Dès que j'ai des idées, je fais des papiers, donc je commence à suivre toute cette campagne. D'ailleurs je le raconte au début de la conclusion du livre. C'est-à-dire que je rencontre Sarah Knafo, qui est la conseillère, la compagne d'Éric Zemmour, qui est un personnage important de la campagne dès février 2021. Donc voilà, ça montre que j'ai été entre guillemets au cœur du réacteur très rapidement. Et donc évidemment, quand la campagne se lance en septembre, je connais quasiment toute l'équipe d'Éric Zemmour, sauf vraiment les pièces rapportées qui vont venir composer l'équipe finale. Mais très rapidement, il y a des liens de confiance qui se tissent. J'accède aux coulisses, à tout ce que les autres journalistes ne voient pas. Et c'est ça qui était très intéressant dans cette campagne à suivre. C'est-à-dire que pendant quelques mois, j'ai été un journaliste comme tous les autres qui bénéficie des offs d'Éric Zemmour. Et du jour au lendemain, donc en octobre-novembre, je deviens le journaliste qui suit toutes les coulisses et qui publie ce livre avec au moins quelques secrets de la campagne. Vous avez dit tout à l'heure, Valeurs Actuelles, qu'il y avait un peu de sympathie pour Éric Zemmour. C'est d'ailleurs, vous l'assumez oui. Totalement. Comment on gère ça? Comment on gère cette distance avec le candidat qui attire quand même notre sympathie? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un cadeau en fait de suivre Éric Zemmour, quand on est journaliste à Valeurs Actuelles, parce que évidemment, au début, c'est très intéressant, mais en fait, au fur et à mesure, on voit qu'il y a un certain nombre d'attaques, un certain nombre de critiques, notamment de la part des confrères, et notamment par rapport au rôle que j'avais, parce qu'en fait, j'étais dans les équipes. La plupart du temps, je voyageais avec eux dans leur voiture, donc c'est toujours bizarre pour les journalistes, de regarder ça, mais on peut pas. Enfin, j'aurais pas pu faire ce livre si j'avais pas eu ces accès-là. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres attaques. Je la raconte dans le bouquin. Il y a eu un certain nombre d'attaques à mon égard, notamment du Rassemblement national, parfois à tort, parfois à raison. Il
c'est pas du tout le même métier que de faire ce livre-là dans les coulisses que d'être journaliste en tant que tel. Enfin, il y a un nombre de critiques qui se multiplient au fur et à mesure de la campagne et qui sont difficiles à gérer. Quand on a le journal où il faut contribuer voilà, aux articles qu'on publie, le livre et les attaques de temps en temps, mais je suis très content aujourd'hui, il n'y a aucun regret. Sans révéler tous les détails de votre livre, l'élément auquel vous faites référence, c'est finalement qu'on vous a un peu accusé de donner des informations au clan d'Éric Zemmour et c'est vrai que c'est un peu le Rassemblement national qui vous faisait cette critique. Totalement, je vais essayer de raconter brièvement l'histoire, mais en gros on est en janvier, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont au coude à coude dans la campagne présidentielle et il y a Marine Le Pen qui annonce un déplacement au Sable d'Olonne à la mi-janvier et quelques heures plus tard Éric Zemmour lui coupe l'herbe sous le pied et annonce un déplacement au Sable d'Olonne mais avant Marine Le Pen. Donc évidemment c'est un peu un camouflet pour Marine Le Pen qui se fait doubler parce que voilà, il voulait aller défendre la statue de Saint-Michel qui est menacée de déboulonnement. Et en fait, très vite, l'attaché de presse, notamment du Rassemblement national, m'accuse d'être la taupe, voilà, et qui donnerait depuis quelques mois les informations, voilà, notamment sur les déplacements aux équipes d'Éric Zemmour. Et je révèle dans le livre qu'en fait, c'est pas du tout moi, que c'est Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, qui informe Philippe de Villiers de la venue d'Éric Zemmour aux Sables d'Olonne. Et en fait, il n'a pas envie que ce soit Marine Le Pen qui soit la première à venir défendre la statue de Saint-Michel. Yannick Moreau qui est proche d'Éric Zemmour. Exactement, proche d'Éric Zemmour et surtout proche de Philippe de Villiers qui était dans l'équipe d'Éric Zemmour à ce moment-là. Donc voilà, c'est une sorte de mélodrame mais qui raconte assez bien le niveau de tension des deux équipes à un moment charnière de la campagne, c'est-à-dire en janvier au moment où vraiment ils sont au coude à coude dans les sondages. Si vous deviez garder l'épisode qui vous a le plus marqué dans cette campagne, qu'est-ce que vous diriez? Alors il y a notamment deux épisodes, il y en a un bon qui est celui de Cannes où on est vraiment sur la journée, la meilleure journée de campagne d'Éric Zemmour, où il découvre pour la première fois l'exercice de la déambulation, c'est-à-dire enfin l'exercice de la déambulation, c'est-à-dire en gros c'est un langage de communicant pour dire qu'il va rencontrer des gens dans un marché et en fait c'est la première fois que nous les journalistes on voit Éric Zemmour aller serrer des mains, aller faire des bisous à des vieilles dames et c'est très intéressant parce qu'on l'avait pas vu, on l'avait rapidement vu à Marseille où c'était pas du tout bien passé, je pense que tout le monde s'en souvient, et en Alsace là personne ne s'en souvient, même moi je m'en souviens plus. Donc là vraiment Cannes c'est en janvier, donc c'est vraiment le meilleur moment pour lui. Et il y a aussi moi vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est le meeting du Trocadéro et la polémique avec, vous savez, le Macron assassin qui pendant quelques jours va venir totalement passer sous le boisseau un discours d'1h30, un grand événement avec je ne sais pas combien de personnes, entre 50 000 et 100 000, on va prendre une fourchette très large. Mais voilà, ça c'était vraiment très intéressant, je pense que ça résume assez bien la campagne. Alors justement sur ce Trocadéro, c'est intéressant parce que pendant la campagne, quand Éric Zemmour a annoncé aller au Trocadéro, je me suis fait la réflexion, je pensais évidemment ne pas être la seule. Nicolas Sarkozy en 2012 choisit le Trocadéro, François Fillon choisit le Trocadéro en 2017 pour remonter en selle et les deux sont couronnés d'une défaite. Absolument. Et en fait, Éric Zemmour, il le dit dans son discours du Trocadéro, il dit « Je suis ici aujourd'hui pour laver les affronts de la droite ». Et donc en gros, il veut que cette image du Trocadéro soit un symbole de victoire, contrairement justement à ce que le peuple de droite a connu avec le Trocadéro en 2012 et en 2017, c'est-à-dire des victoires après des belles campagnes. Celle de François Fillon, même si elle a été entachée d'un certain nombre de méfaits et de problèmes, notamment avec les médias et la justice, c'était une belle campagne, le Sarkozy aussi. Et donc lui, il est venu là pour dire ça suffit, jamais 203 c'est faux, on va réussir à relancer une dynamique à ce moment-là. Il fait intervenir ces 18 cadres de Reconquête avant, il a un discours comme je vous l'ai dit d'1h30 où voilà il prend pour exemple, il développe un certain nombre d'idées, un certain nombre de thèmes, notamment je pense à ce passage sur l'assimilation qui avait marqué quand même pas mal de gens, notamment une bonne partie de ses soutiens, et en final il n'a pas du tout réussi à faire ça parce qu'évidemment il a échoué à 7%, donc voilà, ça se résume pas au Trocadéro sa défaite, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y aura plus aucun candidat de droite qui ira au Trocadéro dans les prochaines présidentielles. Après, c'est aussi le seul endroit où on peut aller. Parce que le Champ de Mars est beaucoup trop grand, les Invalides, après, il faut payer la pelouse en plus. Exactement. Alors, donc le Trocadéro, franchement, on peut faire un pari ici. Il n'y aura plus de meeting, en tout cas dans les 10 prochaines années, de candidats au Trocadéro. Alors, bien sûr, parmi les objectifs de votre livre, je crois, c'est de présenter Éric Zemmour comme la plupart des Français ne le voient pas, c'est-à-dire tel qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est une image, finalement, que vous nous présentez très différente de celle que les médias mainstream, j'allais dire,
décrire présente. Évidemment, déjà parce que les médias mainstream n'ont pas forcément eu l'accès que j'ai eu avec Éric Zemmour. C'est vrai que moi, j'ai eu un certain nombre de discussions avec lui, je le voyais avec ses amis. Et en fait, c'est pas anodin de le voir. Je le voyais avec ses fils, par exemple. Les journalistes ne l'ont pas vu avec ses fils. Je raconte une scène, notamment dans le bouquin, lors d'un des derniers meetings, où voilà, il discute avec son fils, il discute de la marche à suivre pour le reste de la campagne. Donc c'est très intéressant de le voir sous cet aspect-là. Et en fait, on voit quelqu'un qui n'est pas du tout ce qu'on nous décrit en effet dans les médias. On voit quelqu'un, je le raconte dans la conclusion, qui m'a beaucoup plus parlé de foot que voilà, d'immigration, de grands remplacements. Ça vous déçoit d'ailleurs souvent. D'ailleurs, ça me déçoit, c'est ce que je dis. Je dis parfois à mon grand regret, parce que pour construire un livre politique sur les coulisses de la campagne, c'est plus simple quand on nous parle de vrais sujets ou même d'histoire politique que voilà, de nous parler de Michel Platini ou de Johan Cruyff. Et donc c'est vraiment intéressant. Et si j'avais un conseil à donner aux gens, je leur dirais, comme je le dis dans la conclusion, d'aller regarder la chronique de Langera face à Éric Zemmour. On est à la fin du mois de février, donc Éric Zemmour, c'est le moment où il chute totalement dans les sondages, donc il devrait être au plus bas, tant électoralement que moralement. Et en fait, il est voilà, décontenancé face à Laurent Gérard, et j'invite vraiment les gens à regarder cette chronique qui dure 9 minutes, et on voit vraiment le personnage d'Éric Zemmour comme il est réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui rigole souvent, parfois peut-être trop, et on l'a vu à un certain nombre de moments avec Philippe de Villiers, avec Guillaume Pelletier. C'était vraiment la droite joyeuse, c'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant cette campagne. Alors, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, elle est sur la couverture de votre ouvrage, c'est Sarah Knafo, la compagne qui est à l'origine de cette campagne, des propos directs d'Éric Zemmour. Vous l'évoquez précisément comme un élément clé, mais pour autant, vous revenez assez peu sur son caractère, sur son fonctionnement, sur des échanges avec elle. Elle reste très discrète, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle attire la curiosité de tous. On pense évidemment à un autre ouvrage de journaliste, l'intrigante Sarah Knafo. Qu'est-ce que vous diriez de ce personnage clé ? Alors moi, c'est vrai que le personnage de Sarah Knafo est très intéressant, et en fait on apprend sur elle entre guillemets en filigrane dans tout le livre. Mais il n'y a pas de gros passages sur Sarah Knafo, et c'était une volonté de ma part parce que c'était la campagne d'Éric Zemmour. En revanche, évidemment, quand on a dit ça, que c'était la campagne d'Éric Zemmour, j'explique dans le livre que la première personne que je vois, c'est elle. Toute l'équipe d'Éric Zemmour est composée d'amis, de copains de Sarah Knafo. L'attaché de presse est une de ses amies, le community manager est une de ses amies. Stanislas Rigaud, c'est Sarah Knafo qui l'a choisi pour être le président de Génération Z. C'est la personne qui devait faire émerger ce qui vient d'ailleurs, une volonté de jeunesse. Un peu battre en brèche la stratégie de dire que Génération Z était totalement spontanée. Et ça, justement, c'est un de ces jolis coups. Parce que les journalistes, pendant longtemps, n'ont pas pointé du doigt le fait que Stanislas Rigaud et Sarah Knafo se connaissaient d'avant, et donc ça accréditait la thèse, entre guillemets, qu'il y avait un mouvement de jeunesse qui se créait de lui-même. Donc c'était très intéressant, et à un certain nombre de reprises, Sarah Knafo, elle a eu, elle a fait des coups, je pense, avec les journalistes en Arménie, où elle arrive totalement à gommer une mauvaise image d'un déplacement, par exemple, et à faire que les journalistes sont là et se disent « Ah, mais ça se passe très bien ». Donc vraiment, Sarah Knafo, comme Éric Zemmour l'a dit le 12 janvier 2022 sur BFM TV, il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Et voilà, pendant toute la campagne, c'est elle qui a pris les décisions, qui a géré les équipes. Éric Zemmour était lui plutôt sur la construction du corpus idéologique, les propositions, les idées, les discours, les chaînes télé, parce qu'on sait que les chaînes télé, ça demande aussi beaucoup d'énergie, les déplacements aussi, et donc il n'avait pas besoin de prendre les décisions, et ça c'est Sarah Knafo qui s'en occupait pendant toute la campagne. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas c'est unique, on n'a jamais vu ça, par rapport à Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ce n'est pas du tout la même relation qu'ils ont sur le plan politique. Brigitte Macron, elle est là, elle donne son avis à Emmanuel Macron, mais elle n'est pas aussi présente dans les décisions et dans les prises de risques aussi politiques. Vous dites qu'elle a pris beaucoup de décisions, elle a pris beaucoup de coups bas aussi. Souvent. Je le raconte évidemment, ça commence très rapidement. On sait que nous, par exemple, on l'écrit dans Valeurs Actuelles en juillet 2021, qu'il y a des premiers journalistes de Paris Match qui sont missionnés pour suivre Éric Zemmour et Sarah Knafo pendant leurs vacances. Il y a cette fameuse couverture de Paris Match avec des photos d'eux à la Seine-sur-Mer en septembre. Il y a les révélations sur sa soi-disant grossesse dans Closer. Ensuite, il y a eu encore pire. Qui est donc une fake news. Une fake news, évidemment.
Il y a aussi en janvier, Closer, non c'est Public, pardon, qui affirme qu'elle a fait une fausse couche. Donc voilà, c'est un certain nombre d'attaques. Et elle me une dit... attaque que vous dirigez aussi comme provenant de Mimi Marchand. Ah oui, c'est pas moi. Alors en tout cas, les équipes d'Éric Zemmour voilà, nous disent qu'à ce moment-là, ils voient la main de Mimi Marchand, une proche d'Emmanuel Macron, pardon, de Brigitte Macron surtout, qui est voilà, la patronne de Best Image, qui est une grande agence. Voilà. Et donc eux, ils voient la main de ça. Évidemment, c'est accrédité par pas non plus 20 000 sources, mais en revanche, voilà, ils voient cette main-là et c'était intéressant. Exactement. Voilà, et c'était intéressant de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sarah Knafo, en fait, elle nous dit moi, je sais qu'il y a un moment donné où elle me dit, je crois que c'est en octobre, une semaine après les révélations sur sa soi-disant grossesse, elle me dit qu'en fin de compte, les attaques, ça l'a affectée en septembre. Oui, c'est la première qui compte et après c'est la première qui compte et ensuite le cuir est épais et les attaques n'ont plus du tout la même gravité sur son moral et sur sa volonté d'aller jusqu'au bout dans cette campagne. D'ailleurs, c'est Éric Zemmour, je le raconte à la fin de la conclusion, parce que je raconte qu'Éric Zemmour hésite. Après notamment Marseille, après Closer, voilà, à ne pas se lancer dans la campagne, alors que sa vidéo de candidature a déjà été tournée. Et en fait, c'est Sarah Knafo qui lui dit non, le problème c'est pas moi, c'est pas tes enfants, c'est la France, donc tu vas y aller. Et voilà, et il décide d'y aller, notamment motivé quand même par Sarah Knafo. Alors, autre personnage de l'ombre, Olivier Hubeda, qu'on connaissait avec Nicolas Sarkozy pour organiser aussi des meetings. C'est l'artisan, le chef d'orchestre. C'est comme ça que vous le présentez. Souvent amusant, un peu soupolé. Un peu soupolé. Un vrai personnage. C'est le personnage de cette campagne parce que les journalistes connaissaient vaguement son nom, mais ils n'avaient pas le personnage. On connaît Philippe de Villiers, on connaît Éric Zemmour, on connaît Guillaume Peltier. Et on ne connaissait pas Olivier Hubeda. Et nous, on le voit la première fois le 17 septembre ou le 18 septembre. À Toulon, et en fait on rencontre un showman, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gère très bien la presse, parce qu'il fait rire la presse, et ça c'est quand même pas anodin. En plus, dans son côté sérieux, c'est-à-dire les meetings, il les organise très bien, il y a une scénographie qui est identifiée. Enfin, s'il y a quelque chose dont les équipes d'Éric Zemmour sont très contents aujourd'hui, c'est les meetings d'Olivier Hubeda. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et c'est vrai que je raconte un certain nombre voilà, de ces phrases. Notamment, on parlait de la révélation de la grossesse de Sarah Knafo. Et la seule phrase qu'il a quand je lui pose la question au soir de la révélation, c'est « Je ne pensais pas qu'Éric serait aussi radical sur la démographie ». Et à mon avis, ça situe le personnage vraiment qui était assez incroyable dans cette campagne, en effet. Autre personnage qu'on découvre plutôt drôle, c'est Philippe de Villiers. Absolument. Qui est toutefois souvent acide aussi. Souvent acide, notamment avec ses adversaires. Voilà, il a eu un certain nombre de phrases, notamment sur Valérie Pécresse, notamment voilà, quand il a vu, par exemple, le fameux meeting je crois que c'était du Zénith, où évidemment Valérie Pécresse fait une prestation assez mitigée, si je puis dire, surprenante et mitigée en étant très gentil. Voilà, il a un certain nombre, notamment, j'invite les gens, c'est très difficile à raconter cette scène, mais avec Marine Le Pen, lors d'une soirée à Boulevard Voltaire, où il se moque d'elle et de sa relation avec les chats. Voilà, donc c'est Philippe de Villiers. Et par ailleurs, il a aussi des moments très poignants. Je pense notamment en Arménie, où Éric Zemmour va défendre voilà, la civilisation occidentale et la chrétienté. Et où là, Philippe de Villiers n'est pas du tout dans la blague, n'est pas du tout dans voilà, ce registre-là, mais est vraiment dans la défense de la civilisation. Et c'est très voilà, marrant de voir la différence par rapport au temps de la campagne, d'humeur de Philippe de Villiers. Alors, on l'a vu, les transferts, j'allais dire, le mercato entre le Rassemblement national et Reconquête occupe une part importante de la campagne, une part importante de votre livre aussi. Est-ce que finalement, avec le recul, vous n'avez pas le sentiment que cela a pris trop de place et ça a nui au parti d'Éric Zemmour? Évidemment. D'ailleurs, c'est Sarah Knafo qui a fait cette analyse après coup. C'est-à-dire que la séquence des ralliements, elle a commencé le 9 janvier avec Guillaume Peltier et elle s'est terminée un peu tard, mi-février, fin février.
Et encore, Marion Maréchal arrive le 6 mars. Donc en fait, la séquence ralliement dure du 9 janvier au 6 mars. Donc c'est très long, ça fait quasiment 2 mois. Et d'ailleurs, c'est ce que Sarah Knafo dit le 6 mars ou quelques jours après. Elle dit on arrête les ralliements venant en tout cas du RN, parce que déjà la balance était quand même beaucoup plus lourde chez le RN. On a Jérôme Rivière, Stéphane Ravier, Nicolas Bay, il y a un autre certain nombre de personnalités moins connues. Et du côté de LR, il y a entre guillemets que Guillaume Pelletier de connus. Donc c'est surtout pour ça qu'elle arrête. Et je pense qu'après coup, elle s'est dit que voilà, la séquence aurait dû s'arrêter à la mi-février parce il a eu besoin, n'empêche, de cette période-là qui a duré un bon mois. Notamment, je pense, j'en parlais tout à l'heure à Cannes, ça lui permet de créer une histoire, ça lui permet d'accréditer sa volonté d'unir les droites. Donc c'était, à mon avis, important au mois de janvier et au début du mois de février, mais elle ne devait pas durer infiniment jusqu'au début mars. Alors, votre livre s'achève avec la défaite d'Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle. On voit Sarah Knafo parler au début, finalement, d'un rassemblement des droites, mais plus exactement d'un rassemblement entre une droite conservatrice, plutôt libérale, et la France Johnny Hallyday. Exactement. Qu'est-ce qui a péché là-dedans? Qu'est-ce qui a péché? Déjà, la force de Marine Le Pen. Je pense qu'ils ont sous-estimé, un certain nombre d'observateurs, dont je pense que je fais partie, ont sous-estimé la pancarte Marine Le Pen. Je pense que les élections législatives nous l'ont prouvé. En fait, il suffisait de mettre une affiche avec Marine Le Pen dans sa circonscription pour faire 20%. Et c'est quand même pas anodin pour un parti politique. Donc déjà, il y a ça. Donc ça coupe quand même d'une certaine manne d'électeurs, notamment des classes populaires. Lui, c'est ce qu'il voulait faire. Il disait l'alliance des bourgeois patriotes, de la bourgeoisie patriote et des classes populaires. Et le problème aussi qu'il y a eu pour Éric Zemmour, c'est sa campagne. C'est qu'il l'a beaucoup trop axé. C'est facile de le dire, évidemment, après coup, oui, bien sûr. Mais il a trop axé sa campagne sur la droite, alors qu'il aurait dû l'axer sur les classes populaires, notamment, je pense, en faisant beaucoup plus de presse quotidienne régionale, parce que c'est la dernière presse qui est lue, notamment par les électeurs de Marine Le Pen. Il aurait dû faire plus de marchés. Je le disais, le premier marché, le véritable marché, c'est le 22 janvier. C'est beaucoup trop tard dans la campagne, et il n'en a pas refait beaucoup après. Il en avait fait un à Toulon. Le 6 mars justement, mais il n'en a pas fait toutes les semaines, quand Marine Le Pen était dans une campagne pas du tout médiatique, mais qui faisait des marchés tous les 2-3 jours. Et on voit que la stratégie à la fin, évidemment a posteriori, c'est beaucoup plus facile de le dire, mais la bonne stratégie c'était celle de Marine Le Pen, d'aller au contact de ses électeurs et de faire une campagne, comme elle l'a dit, sans le bruit et sans la fureur. Alors, quand j'ai lu votre ouvrage, je me suis fait une réflexion. Ça m'a fait penser à la première interview qu'Éric Zemmour a donnée après le premier tour, celle qu'il donne à Bruce Toussaint sur BFM. Et je me suis dit, l'introspection est quand même pas terminée quelque part. On a le sentiment finalement qu'Éric Zemmour, à l'issue de cet échec, puisque oui, on peut le dire. On a bien compris de la part d'Éric Zemmour qu'il ne voulait pas une candidature de témoignage. On a le sentiment que c'est la faute de Poutine et c'est la faute au vote utile, un peu ce que vous reprenez d'ailleurs avec la pancarte RN, mais il n'y a pas vraiment d'introspection. C'est vrai, mais en fait moi ce que j'ai fait, c'est vraiment un bouquin sur les coulisses, donc le côté yaya, évidemment, un petit peu d'analyse, mais c'est très difficile au moment, parce que moi j'ai rendu ce livre pendant l'entre-deux tours, donc c'est très difficile de faire l'analyse a posteriori, et moi évidemment, je pense qu'il y a eu évidemment un effet drapeau en faveur d'Emmanuel Macron, qui a fait que les électeurs d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse d'ailleurs, sont revenus chez Emmanuel Macron. Ça lui fait perdre entre 3 et 4 points en l'espace de 3 semaines. En revanche, il n'y a pas que l'Ukraine. Évidemment, il y a un certain nombre de moments de campagne qui se passent mal après le 24 février, donc l'invasion russe en Ukraine. Je pense notamment je pense que c'est symbolique, le ralliement de Marion Maréchal, dont on devait parler normalement pendant 1-2 semaines, et qui devait faire un certain nombre de papiers dans la presse, qui devait faire réagir tous les observateurs, n'a pas d'effet. Parce que déjà, il arrive au pire moment. On est 1 semaine après la guerre en Ukraine. Finalement, on parle plus de l'interview de Marine Le Pen qui réagit au futur départ de Marion Maréchal. C'est exactement ça. Et par ailleurs, il y a aussi un sujet, c'est que le meeting d'Éric Zemmour, qui a lieu un dimanche, arrive au bout du quota des temps de parole. C'est-à-dire que ce dimanche-là,
Éric Zemmour, qu'on a vu partout diffuser, pendant la campagne, qui a eu ses meetings diffusés partout, n'est pas diffusé une seule fois, une seule minute. Et je me souviens de cette image de Benjamin Duhamel, qui est journaliste sur BFM TV, et qui était filmé pendant le discours de Marion Maréchal, et qui disait je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Voilà, il parlait pendant 1 minute pour dire, en gros, il résumait le discours de Marion Maréchal pendant 20 minutes. Donc voilà, ça fait partie, et je vous invite, et j'invite les gens, et ça je m'en suis rendu compte après l'écriture du livre, je vous invite à prendre la date du 24 février et de regarder tous les chapitres qui suivent. Et en fait, il n'y a pas un seul chapitre qui est, qui est bon pour Éric Zemmour. Il n'y en a pas un seul qui est bénéfique où on se dit « Ah oui, là, ça peut le faire ». C'est-à-dire que l'œuf, vous savez, qu'il reçoit à Moissac, c'est après la guerre en Ukraine. Le ralliement de Marion Maréchal, c'est après la guerre en Ukraine. Le salon de l'agriculture qui se passe mal, c'est après la guerre en Ukraine. Il y a un certain nombre d'événements qui ne sont jamais excellents, qui se déroulent jamais excellemment. Il n'y a peut-être pas de causalité, mais il y a une corrélation. Il n'y a pas de causalité, c'est pas la guerre en Ukraine qui fait perdre Éric Zemmour, mais à partir de la guerre en Ukraine, et d'ailleurs on le voit dans les équipes, moi je le vois, ils sont démoralisés, un certain nombre n'y croient plus, un certain nombre, évidemment, vu qu'ils sont au cœur du réacteur, ils ont la tête dans le guidon, ils y croient toujours. Par exemple, quand il se fait virer du stade de foot à Marseille par le frère de Zinedine Zidane, c'est après la guerre en Ukraine. Bien et ça, sûr. c'est à mon avis, au niveau de l'image... Mais c'est pas la guerre en Ukraine. Voilà, c'est pas la guerre en Ukraine, mais en tout cas, c'est après la guerre en Ukraine, alors qu'avant, il n'y a jamais eu d'événements aussi désastreux pour l'image que celle où il se fait virer du stade de foot. Est-ce que finalement, dans cette campagne, ce qui a été le plus surprenant, ce ne serait pas le fait que l'engouement militant derrière Éric Zemmour était clairement inédit de son côté? Aucun autre parti n'a réussi à réunir autant de partisans, de militants, un électorat conquis et très captif, j'allais dire, mais qu'en même temps, cet électorat très captif, très concerné, très politisé, il reste encore minoritaire en France. C'est un peu la force et la faiblesse de la campagne d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que oui, il a réuni, disons, 80 000 personnes au Trocadéro. Oui, ses meetings étaient toujours plein. Oui, il arrivait, en annonçant 3 jours avant qu'il avait un meeting à tel lieu, de remplir la salle. Il y avait toujours du monde, il y avait toujours du bruit. Quand Marine Le Pen a fait 3-4 meetings dans sa campagne, où il y avait beaucoup moins de monde, le niveau était beaucoup moins haut en termes de mise en place de scènes et de personnes, de chaises par exemple, et de coûts exactement. Et en fait, elle a réussi évidemment à faire ça. Et en fait, la campagne d'Éric Zemmour a été beaucoup trop médiatique par rapport à ce qu'il aurait fallu. Je parlais tout à l'heure de la presse quotidienne régionale, pardon. Il n'a pas du tout fait de presse quotidienne régionale, Marine Le Pen. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des membres du Rassemblement national qui nous le disent. Son attaché de presse, par exemple, refusait parfois une chaîne d'information en continu, genre CNews, BFM ou LCI, pour aller sur France 3 Régions. Et sauf qu'en fait, ce que les équipes d'Éric Zemmour ne savaient probablement pas par inexpérience, c'est qu'en fait, quand on fait France 3 Régions, en fait, c'est rediffusé dans tous les France 3 Régions de France. Donc, l'ampleur est beaucoup plus grande que 20 minutes sur une chaîne d'information en continu. Et ça, à mon avis, c'est pas que ça, évidemment, mais c'est des exemples qui, à mon avis, disent beaucoup des problèmes de la campagne d'Éric Zemmour. C'est une campagne, en vase clos, dans un système médiatique qui, malheureusement, pour lui, ne reste dans un petit milieu, dans une niche, et ne va pas chercher certains électeurs. Après, on dit ça a posteriori parce qu'il a fini à 7%, mais à un moment donné, il était évidemment à 18%, il a été à 16%, il a été à 17%. Donc peut-être que il y a eu ce phénomène de vote utile, mais en tout cas, vraiment, s'il y avait quelque chose à retenir de cette campagne, c'est qu'elle a été beaucoup trop médiatique et pas assez au cœur du pays réel. C'est très intéressant ce que vous dites, justement, pour une campagne très médiatique, avec des journalistes très hostiles, le tout à l'égard d'un ancien confrère. Oui, vous savez, la confraternité, il y a un cercle de la raison dans la confraternité. Vous savez, si vous êtes victime d'attaques à TV Liberté, je suis pas sûr que la presse se lève vent debout, pour leurs actuels, au moins, j'espère. Nous, au moins, oui. nous, ça c'est sûr, je vous promets. Mais donc vous savez, la confraternité, ça n'existe pas en période électorale. Quand Éric Zemmour se fait agresser en 2020 dans la rue, là évidemment il faut réagir. En revanche, quand il prend un œuf, quand il se fait agresser par exemple à son meeting de Villepinte. Et quand on relate un peu ce qui se passe dans sa campagne de manière légèrement fallacieuse. Exactement. Et donc évidemment il y a eu ces attaques, ce traitement médiatique qui a été en sa défaveur. Mais bon.
Je prends l'exemple de Donald Trump aux États-Unis. Il a réussi à s'en émanciper, alors que les attaques étaient au moins aussi venimeuses que pour Éric Zemmour. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de le noter, mais quand Marine Le Pen arrive pendant l'entre-deux tours, elle subit les mêmes foudres qu'Éric Zemmour a subi pendant la campagne, alors que Marine Le Pen avait été relativement épargnée par tout le système médiatique. Éric Zemmour est appelé paratonnerre d'ailleurs. C'est ça, c'est les conseillers de Marine Le Pen qui l'appellent comme ça, le paratonnerre Zemmour, mais le paratonnerre qui disparaît le 11 avril. Et ensuite, là, on voit toutes les chaînes d'information en continu, tous les journalistes se ruer contre Marine Le Pen. Donc ça, à mon avis, je pense que les gens l'ont vu et qui retiennent. Et je pense que d'ailleurs, ils ne sont plus du tout dupes de la tromperie du système. Toute dernière question, ce livre porte, on l'a dit, sur la présidentielle. Vous avez toutefois suivi Éric Zemmour pour sa campagne aux législatives. Absolument. Là encore, malgré un score très satisfaisant, pour lui, il reste aux portes du second tour. Aucun élu ne sera donc au Palais Bourbon pour Reconquête. J'imagine que c'est un deuxième coup dur. Ah, je pense, et honnêtement, moi, pour avoir vécu ça de l'intérieur, les deux de l'intérieur, je pense que la claque est beaucoup plus dure aujourd'hui qu'elle ne l'a été le 10 avril. Parce que le 10 avril, ils savaient déjà qu'ils avaient perdu. Ils ne savaient pas qu'ils allaient faire 7%, ils misaient plutôt sur 10-11%, mais ils savaient qu'ils allaient perdre. En revanche, là, les 3 sondages qui sont parus pendant cette campagne législative le donnaient au second tour. Le candidat du Rassemblement national, Philippe Lotio, était un petit peu derrière dans les sondages, très peu connu localement tout de même. Il avait été candidat en 2017. Mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, l'analyse que je faisais la semaine dernière de cette campagne législative, c'est qu'il a fait la campagne qu'il aurait dû faire pendant la présidentielle. C'est-à-dire qu'il a fait des marchés quasiment tous les jours. Il a utilisé la presse quotidienne régionale, notamment beaucoup Var Matin. Donc c'était très intéressant de le voir au contact des gens. On a vu un certain nombre d'images et moi je l'ai vu notamment au marché de Saint-Tropez et de Vidauban. Aller voir des gens. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait Saint-Tropez et Vidauban. Vidauban, c'est quand même l'arrière-pays, quand Saint-Tropez, c'est le littoral. Et on le voit dans les scores du premier tour des législatives. Éric Zemmour a perdu parce qu'il n'était pas assez populaire dans l'arrière-pays, alors qu'il a cartonné dans le littoral. Donc si il y avait quelque chose à noter, c'est qu'il n'a toujours pas réussi dans les législatives à faire cette alliance entre la bourgeoisie patriote du littoral et les classes populaires de l'arrière-pays. Cette fameuse droite buissonnière, presque. C'est la droite buissonnière et qu'il n'arrive pas à... En fait, est-ce que Marine Le Pen avait raison? Je ne sais pas, mais il y a un certain nombre de ses conseillers qui disent que ce n'est pas possible. Par ailleurs, Marine Le Pen dit qu'elle veut s'allier avec une gauche patriote. On ne sait pas trop si elle existe ou qu'est-ce qu'elle représente. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Éric Zemmour, là, 2 fois d'affilée, je pense pas forcément se trompe, mais en tout cas... de quoi revoir sa stratégie un peu l'union des droites. Et le clivage politique qu'il souhaite imposer échoue aux portes du second tour 2 fois d'affilée. Donc il y aura peut-être une remise en question. Là, on sait que pendant, à mon avis, on ne va pas l'entendre pendant 2-3 mois, Éric Zemmour. Il reviendra à la rentrée, on ne sait pas ce qu'il fera. Mais en tout cas, évidemment, il va y avoir une remise en question de ce clivage-là. Il va lire des bouquins, il va appeler Patrick Buisson, il va appeler Philippe de Villiers pour réfléchir. Et on verra ce que ça donne à la rentrée. Merci beaucoup Jules Torel. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Zemmour dans le secret de sa campagne. C'est chez Plon et bien sûr c'est disponible sur la boutique de TV Liberté.